Alors, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la notion de réforme constitutionnelle, plus particulièrement en Haïti, enjeux et perspectives. Vous savez que c'est une question qui fait l'objet de grands débats au sein de la société haïtienne. Nombreux acteurs politiques optent pour une réforme constitutionnelle, mais certains disent que on n'a pas besoin de changer la constitution. Pourquoi? C'est parce que celle qui est en vigueur, c'est parce qu'on n'arrive pas à la mettre en application. Mais à chaque fois qu'on parle de la notion de réforme constitutionnelle, c'est autour de la modification d'une constitution que l'on se tourne. Et ça peut arriver que on arrive à changer de manière radicale l'ordre constitutionnel pour adopter une nouvelle constitution, mais ça peut arriver qu'on modifie certaines parties d'une constitution de manière partielle. Donc, de ce fait, la réforme constitutionnelle peut être fondée dans le cadre d'un changement radical de l'ordre constitutionnel. Mais souvent, on arrive à adopter une société nouvelle constitution dans le cadre d'une crise post-révolutionnaire. Vous savez que les grandes vagues d'éclatement des États ont entraîné la naissance des constitutions. À chaque fois que l'État arrive à naître, arrive à prendre son indépendance, il faut doter à cet État-là une nouvelle constitution pour organiser sa vie sociale, sa vie politique et sa vie économique. Mais par contre, la constitution qu'on va doter à l'État qui est fraîchement indépendant n'est pas en vigueur de manière, c'est-à-dire en permanence. Et ça peut arriver, on arrive, eh bien, à modifier cette constitution-là. Ça peut arriver qu'on arrive à amender cette constitution. On arrive à revoir certaines dispositions de cette constitution. Et c'est pourquoi, en première année, je vous ai dit que il y a les mécanismes, les différents mécanismes qu'on peut adopter pour l'établissement d'une constitution. Je vous ai dit que il y a les mécanismes autoritaires. Les mécanismes autoritaires sont au nombre de 3. Je vous ai dit qu'il y a la charte octroyée. C'est le fait qu'une seule personne, ou bien 2 personnes, un groupe de personnes, élabore une constitution et impose ça à la population. C'est une charte octroyée. C'est un procédé autoritaire. C'est un mécanisme autoritaire. Et je vous ai dit qu'il y a un autre mécanisme autoritaire, c'est que parfois on parle de plébiscite constituant. Le plébiscite constituant, c'est le fait qu'une personne ou un groupe de personnes élabore une constitution et cependant, il arrive à imposer cette constitution-là au peuple tout en demandant au peuple de voter cette constitution. C'est-à-dire que de consulter cette constitution. Mais pourtant, c'est une sorte de maquillage populaire. Donc, c'est pas un référendum couramment appelé un mécanisme démocratique qu'on peut adopter pour consulter le peuple directement. C'est-à-dire que on arrive eh bien, à passer le peuple en dérision. C'est-à-dire qu'on dit que voilà, donc nous avons une constitution qui est élaborée et nous voulons avoir l'approbation de la population dans le cadre de cette constitution donc, qui est élaborée. Donc, c'est le plébiscite constituant. Et je vous ai dit qu'il y a un autre mécanisme autoritaire, c'est ce qu'on appelle la charte négociée. Donc, c'est le fait que
les pouvoirs législatifs ou bien certains acteurs du pouvoir législatif ou certains acteurs du pouvoir législatif, de l'exécutif, négocient une constitution et imposent ça à la population. Donc, ce sont des mécanismes autoritaires. Et vous allez voir, dans le cadre des grandes révolutions, en fait, les acteurs révolutionnaires qui arrivent à doter un État, eh bien, une indépendance, ça fait arriver que, eh bien, ces personnes-là utilisent l'un des mécanismes autoritaires pour doter à l'État fraîchement indépendant, dans le cadre des conflits post-révolutionnaires, une nouvelle constitution. Mais je vous ai dit qu'il y a les mécanismes démocratiques. C'est ce que l'Assemblée constituante, c'est le fait qu'on désigne un ensemble de personnes. Eh bien, ces personnes-là sont désignées soit par les pouvoirs exécutifs dans le but d'élaborer une constitution. Et après avoir fini d'élaborer cette constitution, on va imposer ça. On va demander au peuple de voter ce projet constitutionnel, ce texte constitutionnel par la voie démocratique. Et c'est ce qu'on appelle le référendum. C'est-à-dire que on arrive à consulter le peuple de manière directe. Donc, ce sont les procédés d'établissement pour qu'on arrive à élaborer une constitution en vue de doter à un État fraîchement indépendant, d'accord, un contrat social. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. C'est le premier pouvoir qui élabore la constitution. Et le pouvoir constituant originaire, après avoir fini d'élaborer une constitution, son mandat se termine et il délègue un pouvoir à une autre entité. On peut dire que, on peut parler du Parlement, c'est le Parlement qui est chargé d'amender la Constitution, de réviser la Constitution. C'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé ou le pouvoir constituant institué. Donc, dans la charte élaborée par les pouvoirs constituants ou dans la charte élaborée par les mécanismes autoritaires, on va déléguer un pouvoir à une autre entité tout en ayant les prérogatives d'élaborer une nouvelle constitution. Mais toute constitution prévoit une procédure d'amendement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une instance qui est habilitée à réviser la constitution en cas où le besoin se fait sentir. Pourquoi? C'est parce que la constitution n'est pas élaborée pour être en vigueur en permanence. Ça peut arriver qu'à un moment de la durée, une réforme constitutionnelle, une révision constitutionnelle s'impose. Donc, il faut procéder à la révision de cette constitution en vue d'adopter un nouveau texte constitutionnel, soit on essaie de modifier certaines parties de la constitution en question, ou bien on arrive, eh bien, à corriger les lacunes de certains textes formels en vue de les rendre clairs au point de vue de l'interprétation juridique. Alors, vous remarquez que je viens de vous dire que la réforme constitutionnelle peut être fondée sur le changement radical de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que on arrive à adopter une nouvelle constitution. On essaie de mettre à l'écart l'ancienne constitution en vigueur pour adopter une nouvelle constitution. Et vous allez voir, je vais vous dire que elle peut être survenue dans le cadre de conflits post-révolutionnaires. Les chefs de la révolution peuvent adopter une nouvelle constitution. Elle est aussi liée à la naissance d'un État nouveau. Et ça peut arriver qu'il y a la naissance d'un État nouveau dans le cadre
eh bien, d'une révolution où un État prend son indépendance. Et ça peut arriver que dans le cadre de l'union d'États, en ce qui a trait au fédéralisme, plusieurs États s'unissent en vertu du principe fédéraliste, eh bien, ces États-là veulent adopter une constitution, eh bien, pour réglementer l'organisation de cette fédération d'États. Et ça peut arriver que on va adopter une nouvelle constitution dans le cadre d'une dissociation d'États. Ça peut arriver qu'un État fédéral s'éclate en plusieurs États unitaires et cet éclatement qui donne naissance à de nouveaux États, eh bien, ces États-là se trouvent dans l'obligation d'adopter une constitution en vue d'organiser, eh bien, leur vie sociopolitique et leur vie économique. Mais vous remarquez que, eh bien, la réforme constitutionnelle peut être survenue lorsque le texte en vigueur n'est pas adapté. C'est-à-dire, l'ancienne constitution est désuète, l'urgence d'une réforme constitutionnelle s'impose de manière graduelle ou radicale. Lorsqu'on parle à la réforme radicale, c'est-à-dire il y a un chambardement total, global, de l'ordre constitutionnel en vigueur pour adopter un nouvel ordre constitutionnel. Eh bien, vous remarquez que la modification graduelle d'une constitution n'implique pas la mise à l'écart de la constitution en vigueur. Mais certains changements peuvent être effectués. Donc, la modification graduelle, la réforme graduelle ne vise pas la mise à l'écart de la constitution en vigueur. Mais par contre, on va modifier de manière graduelle certains textes relatifs à cette constitution. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces modifications, ces changements peuvent être effectués soit en supprimant certains textes constitutionnels qui se révèlent désuets, ou bien on arrive à augmenter certains textes constitutionnels. Ça peut arriver que dans le cas d'une réforme graduelle, on essaie d'augmenter certaines dispositions constitutionnelles. Ou bien on arrive à corriger certains textes constitutionnels eh bien, qui contiennent certaines imperfections. Au point de vue syntaxique, ça peut arriver que certains textes font problème en ce qui a trait à leur interprétation. Donc, leur interprétation paraît floue. Il faut essayer de corriger, d'apporter un éclaircissement à travers ces différents textes qui paraissent un petit peu flous. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. C'est que dans le cadre de la démocratie fondée sur l'état des droits, il est difficile d'adopter sur le plan intégral une nouvelle constitution à la place d'une autre en vigueur pendant longtemps. C'est ce qui fait problème, c'est que à chaque fois qu'il existe une constitution qui est en vigueur et celle-ci est en vigueur pendant une longue durée, procéder à sa mise à l'écart, ça c'est extrêmement difficile. Et vous allez voir, la Constitution américaine existe depuis en 1787, jusqu'à présent elle est en vigueur, même si cette Constitution a connu, je crois, une quinzaine d'amendements. La Constitution française de 1958, qui a instauré la 5e République française, est actuellement en vigueur, même si cette constitution a connu environ 23 amendements. Celle de la France. Pourquoi, depuis en 1958, la France n'arrive pas à adopter une nouvelle constitution? Pourquoi la France n'arrive pas à changer de l'ordre constitutionnel? Elle préfère plutôt de modifier certaines dispositions constitutionnelles ou d'ajouter certaines dispositions en vue de compléter le texte en vigueur, la charte fondamentale qui est en vigueur. De ce fait, vous allez voir, c'est un système
C'est un système constitutionnel qui est mis en place dans le cadre de l'expérimentation des pratiques politiques. Pourquoi? C'est parce que la France, aujourd'hui, qui a mis en place la Constitution de 1958, qui crée certaines institutions démocratiques françaises avec l'instauration de la 5e République, c'est pas de manière spontanée que cet ordre constitutionnel français allait prendre naissance. C'est toute une expérimentation des pratiques politiques. Pourquoi? C'est parce que la 4e République française a connu des moments noirs en ce qui a trait à une sorte d'instabilité politique, l'affrontement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et c'est dans cette perspective, Charles de Gaulle et Michel Debré constatent le problème confronté par le pouvoir exécutif lors de la 4e République. Eh bien, ces concepteurs vont concevoir une nouvelle constitution en vue de rechercher un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Pourquoi? C'est parce que le Parlement était considéré comme étant un pouvoir servant à déstabiliser le pouvoir exécutif en place. Quoi que l'on arrive à mettre sur pied la 5e République française avec la Constitution de 1958, vous allez voir, le Parlement continue encore à rendre instable le pouvoir exécutif. Et vous allez voir, en France, on va essayer d'apporter cette modification dans le cadre de la séparation des 3 grands pouvoirs de l'État en inventant un régime parlementaire rationalisé. C'est-à-dire, on arrive à renforcer le pouvoir exécutif en mettant des balises pour empêcher le pouvoir législatif à rendre instable le pouvoir exécutif. Eh bien, vous allez voir, c'est pas facile, eh bien, de mettre à l'écart une constitution qui est en vigueur pendant une longue durée. Pourquoi? C'est parce que il y a tout un système qui est mis en place. Il y a tout un schéma institutionnel qui est mis en vigueur. Et vous allez voir que certaines dispositions d'une constitution peuvent être intouchables. Et vous allez voir, certains États arrivent à prévoir certaines parties d'une constitution qui ne sont pas amendables. On ne peut pas réviser ces parties-là, restent et demeurent pour toujours. C'est le cas de la forme républicaine française. Donc, on ne peut pas amender, on ne peut pas procéder à la révision constitutionnelle pour adopter une nouvelle forme de l'État français. Parce que l'État français adopte une forme républicaine. Donc, quoi qu'on aille adopter une nouvelle constitution, il faut conserver de la forme républicaine française. Pourquoi? C'est parce que c'est une forme adoptée en vertu des rapports des forces politiques liés à la tradition. Et vous allez voir que dans la Constitution de 1958, on arrive à conserver les préambules de la Constitution de 1946. Pourquoi on n'arrive pas à rejeter les préambules de la Constitution de 1946? C'est parce que c'est une déclaration de droit qui a une valeur supraconstitutionnelle. Donc, ça dépasse même, l'ordre constitutionnel. Il faut conserver, cette question de préambule qui a été adoptée dans la Constitution de 1946. Vous allez voir pourquoi il ne faut pas chambarder l'ordre constitutionnel qui existe pendant longtemps. C'est parce qu'il y a tout un ensemble de normes qui sont imbriquées dans la charte fondamentale. Bouleverser l'ordre constitutionnel en ce qui a trait à l'émotion, ça va affecter l'ordonnancement juridique de l'État. Pourquoi? C'est parce que toutes les normes inférieures sont imbriquées dans la norme fondamentale qui représente une sorte d'édifice, c'est-à-dire qui chapeaute toutes les autres normes. D'où la raison pour laquelle on ne peut pas procéder à la mise à l'écart d'une constitution, c'est-à-dire à la volée, c'est-à-dire de manière émotionnelle. Pourquoi? C'est parce que il y a un système normatif qui est mis en place dans le cadre de l'état de droit. Donc, si on va mettre à l'écart une constitution, ça peut
bouleverser, ça peut déranger l'ordre institutionnel, l'ordre normatif. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des normes inférieures qui sont imbriquées dans la Constitution. Eh bien, vous allez voir, souvent dans la société, il existe une lutte acharnée pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. Cette lutte acharnée est due du fait que souvent il y a des groupes qui ont leurs propres intérêts. Il y a des petits groupes qui ont leurs propres intérêts, ils veulent accaparer l'État. Ça peut arriver que c'est le pouvoir exécutif qui veut renforcer ses prérogatives au détriment du pouvoir législatif. C'est-à-dire pour arriver soit à un équilibre, soit à un déséquilibre. Et ça peut arriver que ce sont des hommes politiques qui veulent accaparer l'État, qui veulent avoir des privilèges au sein de l'État. D'où la raison pour laquelle ces personnes-là demandent une réforme constitutionnelle en vue d'adopter une nouvelle constitution. Et vous allez voir, souvent, eh bien, il y a ce qu'on appelle les rapports de force en ce qui a trait au jeu d'intérêt, en ce qui a trait à une bataille pour une nouvelle constitution. Ça peut arriver que dans le cas d'une révolution, eh bien, un groupe révolutionnaire qui arrive à renverser l'ancien pouvoir en place demande qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Pourquoi? C'est parce qu'il s'agit, eh bien, d'un changement apporté au sein de l'ordre politique. Il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. C'est le cas d'Haïti. Après le départ des Duvalier, on va adopter une nouvelle constitution. Pourquoi? C'est parce que il y avait des mouvements de contestation contre le régime autoritaire des Duvalier. Après le départ de ce régime autoritaire instauré pendant 29 ans, eh bien, on demande une nouvelle constitution en vue d'instaurer un ordre démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs de l'État. Et c'est pourquoi il faut essayer de comprendre que c'est pas, eh bien, le changement constitutionnel peut être utile dans la mesure où il y a un groupe qui renverse l'ancien ordre des choses dans les cas d'une révolution et où il faut adopter une nouvelle constitution. Je comprends ça. Mais souvent, vous allez voir, il y a une sorte de rapport de force politique pour les questions de privilèges. Et vous allez voir que certains groupes politiques veulent souvent renforcer leur prédominance sur notre groupe. Mais ils demandent le changement de la Constitution. Eh bien, je me suis dit, dans le cas d'une crise politique, liée à la dislocation de l'État, liée à une entité chaotique et gouvernable, où il y a une crise d'organisation de l'État, une réforme constitutionnelle s'impose. Pourquoi? C'est parce que il y a la déstabilisation de l'ordre en place par rapport à une crise multidimensionnelle qui affecte les institutions démocratiques. Les acteurs politiques peuvent proposer une réforme constitutionnelle pour montrer que, eh bien, la constitution qui est en vigueur est inadaptée. C'est parce que cette constitution, c'est parce que cette constitution est en vigueur, c'est elle qui est la cause de ce bouleversement sociopolitique lié à cette crise multidimensionnelle. Eh bien, abordons les cas haïtiens. Actuellement en Haïti, on fait la promotion pour une réforme constitutionnelle, mais certains spécialistes, certains constitutionnalistes font la promotion pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Il y a deux groupes qui s'affrontent, même trois groupes qui s'affrontent. Dans cet ouvrage, vous allez voir, mais l'amendement de la Constitution de 1987, enjeux, limites et perspectives, sous la direction de Fritz Dorvilliers, il y a trois groupes qui s'affrontent autour de la réforme constitutionnelle. Il y a un groupe
qui prône une réforme constitutionnelle pour adopter une nouvelle constitution, parce que ce groupe dit que c'est la constitution haïtienne qui est la cause de l'instabilité politique chronique. C'est parce que cette constitution, eh bien, existe trop longtemps. Il faut la réformer. Il faut la réformer de manière radicale en vue d'adopter une nouvelle constitution. Un autre groupe dit que c'est pas la constitution qui fait problème. C'est plutôt son application. On n'arrive pas à appliquer la constitution. C'est pas la constitution qui est la source de cette instabilité politique chronique. C'est plutôt les acteurs politiques qui ne veulent pas procéder à la mise en application de cette constitution. Notre groupe qui occupe une position médiane, eh bien, dit que, eh bien, ce groupe-là essaie de rechercher le juste milieu. C'est-à-dire pour voir est-ce que cette constitution ne contient pas un ensemble de faiblesses. Il ne faut pas procéder à son chambardement radical, mais ça peut arriver qu'on peut apporter certaines corrections pour corriger les imperfections qui surviennent autour de ce texte fondamental, autour de cette charte fondamentale qui est en vigueur depuis 1987. Alors, vous savez que la Constitution de 1987, c'est une constitution qui est née dans le contexte post-duvalieriste. Et c'est une constitution révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? C'est parce que elle a chambardé l'ordre dictatorial lié à un régime de confusion de pouvoir, lié à un fascisme autoritaire du sous-développement. Pourquoi on parle de le fascisme duvalierien? C'est un fascisme autoritaire du sous-développement. Pourquoi? C'est parce que le régime autoritaire qui a perduré pendant 29 ans, eh bien, il faut qu'on mette fin à un tel régime en vue d'adopter un nouvel ordre socio-politico-économique. Mais pour adopter, eh bien, ce nouvel ordre socio-politico-économique, il faut doter à l'État haïtien une nouvelle constitution. C'est de cette perspective, on arrive à doter à l'État haïtien cette constitution démocratique en 1987 qui a été élaborée par une assemblée constituante et celle-ci a été soumise par voie référendum. Eh bien, vous allez voir que cette constitution, c'est une constitution rigide. Pourquoi? C'est parce que elle prévoit un mécanisme d'amendement qui est extrêmement complexe. Pourquoi? C'est parce que les constitutionnalistes ne voulaient pas qu'on procède à un chambardement de cet ordre constitutionnel. Pourquoi? C'est parce que c'est une constitution qui accorde des prérogatives exorbitantes au pouvoir parlementaire au détriment du pouvoir exécutif. Si vous faites l'histoire constitutionnelle haïtienne, vous allez voir que il y a une tendance autoritaire qui a la prévalence sur la tendance libérale. Pourquoi? C'est parce que le pouvoir exécutif s'érige toujours en pouvoir autoritaire pour avoir le contrôle de toute la structure étatique. De ce fait, étant donné que le pouvoir autoritaire instauré par les Duvalier, c'est un pouvoir autoritaire qui a posé beaucoup de problèmes au point de vue politique, eh bien, il faut qu'on mette en œuvre une nouvelle constitution en vue d'empêcher le renouvellement de tout pouvoir autoritaire tendant à menacer eh bien, la structure démocratique en ce qui a trait à la séparation des trois grands pouvoirs de l'État fondé sur le principe républicain. Eh bien, vous allez voir que cette constitution, dans le cadre de son mécanisme d'amendement, eh bien, c'est un mécanisme extrêmement complexe et difficile. On ne peut pas procéder à la révision de cette constitution facilement. C'est pourquoi elle est rigide. Il faut adopter toute une procédure
Et l'article 282 de cette Constitution est ainsi libellé. L'article 282, je crois, amendement à la Constitution, le pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux chambres du pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. Cela veut dire que le pouvoir exécutif peut prendre l'initiative de la révision constitutionnelle ainsi que le pouvoir législatif. Mais vous allez voir, au sein de l'article 282.1, cette déclaration doit réunir l'adhésion des 2 tiers de chacune des deux chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du territoire. Alors, il faut qu'on ait 2 tiers des deux chambres pour qu'on adopte cette déclaration d'amendement. D'où la raison pour laquelle adopter la déclaration d'amendement qui peut être prise soit par le pouvoir exécutif, soit par le pouvoir législatif est extrêmement difficile. Donc, vous allez voir, au sein de ces deux articles, le mécanisme pour arriver à l'amendement de la Constitution de 1987 est extrêmement compliqué et difficile. Et vous allez voir, les constitutionnalistes de 1987 interdisent aussi la question du référendum. On ne peut pas modifier cette constitution par voie de référendum. Donc, on arrive à enlever les prérogatives de souveraineté populaire au peuple haïtien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que on a compris que le peuple est analphabète, on peut manipuler le peuple, on interdit au peuple haïtien, de consulter par voie directe tout projet de réforme constitutionnelle, tout projet d'amendement constitutionnel. Et écoutez-moi bien, vous voyez que l'article 284, l'article 284.4, on dit qu'aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? En ce qui a trait au caractère démocratique, au caractère républicain, donc cette disposition, cette partie, on ne peut pas toucher une telle partie. On ne peut pas amender une constitution, cette constitution, tout en modifiant la forme républicaine. On dit que, et au sein de l'article, écoutez-moi bien, vous allez voir dans cette constitution, on interdit l'amendement de la constitution par voie référendum. Pourquoi on arrive à interdire l'amendement de cette constitution par voie référendum? C'est parce que je viens de vous dire que on a peur l'émotion populaire. Parce qu'avec l'émotion populaire, ça peut arriver, on arrive à manipuler le peuple, soit l'exécutif passe par cette voie pour modifier la Constitution. Donc, le référendum est interdit. Même si les spécialistes disent que on ne devait pas enlever la prérogative de souveraineté, cette prérogative, de souveraineté populaire au peuple. Pourquoi? C'est parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté populaire. Pourquoi le peuple? On arrive à exclure le peuple haïtien. Donc, c'est les prérogatives de consulter par voie directe une constitution. Donc, mais par contre, je sais pas, c'est pas parce que les constitutionnalistes voulaient empêcher toute révision, tout amendement facile d'une telle constitution. Qui a une question? Ok, d'accord. Écoutez-moi bien. Alors, je viens de vous dire que il y a un problème actuellement qui se pose. C'est une question de réforme constitutionnelle. Peut-on adopter une nouvelle constitution ou bien peut-on conserver certaines dispositions de celle de 1947 amendée, ou bien peut-on procéder à sa mise à l'écart pour adopter une nouvelle constitution? Ce sont des débats contradictoires
qui font couler beaucoup d'encre au sein de la société haïtienne. À mon avis, je pense que cette constitution mérite d'être amendée. Pourquoi? C'est parce que elle existe depuis 1987. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas procéder à sa révision. Oui, cette constitution contient certaines imperfections. On peut corriger ces imperfections. On peut supprimer certains articles. On peut augmenter certains articles ou bien, je dirais, de corriger les défauts syntaxiques pour pouvoir rendre plus ou moins parfait cette constitution en vue d'organiser la société haïtienne. Mais ceci étant dit, moi, je ne suis pas pour la mise à l'écart d'une telle constitution. Mais vous allez voir, certains penseurs nous disent que le Parlement représentait un blocage pour l'amendement constitutionnel. C'est en absence du Parlement, il est urgent de procéder à une réforme constitutionnelle. Pourquoi? C'est parce que le Parlement n'existait pas. Lorsque le Parlement existait, eh bien, c'est difficile d'arriver à la révision constitutionnelle. Parce que le Parlement contient tellement de pouvoir en ce qui a trait à l'ensemble des prérogatives exorbitantes, eh bien, il ne va pas accepter qu'on arrive à l'enlever ces prérogatives exorbitantes. De ce fait, étant donné que le Parlement s'absente, l'urgence s'avère nécessaire de penser à une révision constitutionnelle. Mais est-ce qu'il faut opter pour une révision radicale ou une révision graduelle? C'est ça que nous allons essayer de voir, d'analyser. Pourquoi? C'est parce qu'à votre niveau, vous êtes à l'université, vous pouvez produire une réflexion critique autour de cette constitution. Est-ce que vous êtes pour une réforme radicale ou une réforme graduelle et modérée? À mon avis, je constate certains problèmes au sein d'une telle constitution. Les différents problèmes constatés au sein de cette constitution, à mon avis, je constate qu'il y a un problème en ce qui a trait à une sorte de carence des éléments faisant partie du bloc de constitutionnalité. Je vous ai parlé en première année, la notion de bloc constitutionnalité. Ce sont des normes ayant une valeur constitutionnelle. Et vous allez voir, par exemple, les lois organiques, la déclaration des droits, et en France, on parle de la charte de l'environnement. Il y a les principes relatifs au PFLR, c'est-à-dire que des lois relatives à la République, c'est-à-dire des lois ayant une valeur constitutionnelle. Donc, je constate qu'il y a un problème, une carence d'éléments faisant partie du bloc de constitutionnalité. Pourquoi? C'est parce que dans cette constitution, je constate un seul élément de bloc constitutionnel, c'est cette déclaration de droit qui est le préambule de cette constitution et le corps de cette constitution. Pourquoi on n'arrive pas à insérer la charte de l'environnement comme en France, c'est-à-dire que pour accorder une place principale à l'environnement, parce qu'aujourd'hui, les menaces environnementales représentent un enjeu planétaire. Et en France, la charte de l'environnement fait partie d'un élément du bloc de constitutionnalité. Je constate, à mon avis, notre problème relatif à cette constitution, c'est qu'il y a un problème relatif, à l'absence des lois organiques. Pourquoi? C'est parce que on ne peut pas tout prévoir au sein d'une constitution. Les textes formels qui constituent le corps de la constitution ne peuvent pas tout organiser. Il faut compléter les textes formels à l'aide des lois organiques. Et vous allez voir, cette constitution prévoit plusieurs lois organiques pour organiser certaines institutions démocratiques. Malheureusement, on n'arrive jamais à élaborer ces lois organiques. Là, c'est un problème qui se pose.
Pourquoi on demande une réforme constitutionnelle? Pourquoi on demande la mise à l'écart de la Constitution? Cependant, les différentes lois organiques qui sont prévues par les textes formels, jusqu'à présent, on n'arrive pas à élaborer ces lois organiques pour les mettre en œuvre. C'est un problème que je constate à mon avis en tant que professeur de droit constitutionnel. Je constate un autre problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'ineffectivité des garanties des droits fondamentaux des citoyens. C'est un problème qui se pose. Vous allez voir au sein du chapitre 2 de cette Constitution, on a prévu la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Mais qu'est-ce qui rend ineffectif? Eh bien, la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Vous allez voir au sein de l'article du titre 3 de la Constitution, on parle des droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Vous allez voir au sein du chapitre 2, les droits fondamentaux. On a garanti les droits fondamentaux des citoyens de cette Constitution. Qu'est-ce qui empêche la garantie des droits fondamentaux des citoyens? Est-ce que c'est mettre à l'écart cette Constitution qui va garantir ces droits fondamentaux? Ou bien c'est l'État qui doit rendre effectifs ces droits fondamentaux? Pourquoi on n'arrive pas à mettre une juridiction, on n'arrive pas à créer une juridiction indépendante pour rendre effectifs les droits fondamentaux des citoyens? Pourquoi l'État n'arrive pas à adopter une politique au point de vue matériel pour garantir le droit à la santé des citoyens, le droit au logement, le droit à l'alimentation? Est-ce que c'est mettre à l'écart cette Constitution qui va garantir ces différents droits fondamentaux? Et vous allez voir, quelle que soit la Constitution qu'on va adopter, il faudra qu'on adopte les droits fondamentaux des citoyens. Pourquoi? C'est parce que c'est droit universel. Et vous allez voir, pour qu'on adopte une Constitution, il faut qu'on ait deux grands principes. Donc, l'aspect social de la question et l'aspect politique de la question. Toute constitution qui ne garantit pas les droits fondamentaux des citoyens n'a pas sa raison d'être. D'où la raison pour laquelle, même si on va adopter une nouvelle constitution, mais ces droits fondamentaux seront toujours insérés au sein du corps de la Constitution. Alors, il y a un autre problème que je constate, c'est que il y a un problème, le problème lié à la question de l'amendement constitutionnel. Alors, je viens de vous dire que c'est complexe. Et moi, je me suis dit, l'amendement constitutionnel haïtien, donc la procédure d'amendement, ça, c'est complexe. Pourquoi? C'est parce que il faut qu'on arrive à adopter un nouveau mécanisme pour arriver à la révision de cette constitution. C'est trop compliqué. L'autre problème que je constate, c'est le problème de l'interdiction du référendum. C'est trop absolu à mon avis. C'est trop absolu. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas enlever cette prérogative à la souveraineté populaire. Je peux comprendre que on ne peut pas, consulter le peuple par voie directe sur certaines dispositions constitutionnelles, mais ça peut arriver qu'il y a des dispositions qui sont essentielles. On peut consulter le peuple de manière directe sur certaines dispositions. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que le peuple détient la souveraineté populaire. Et c'est vous comprenez. Donc c'est trop absolu. Il faut qu'on arrive à revoir cet article. Pourquoi? C'est parce que le peuple on peut le consulter par voie directe. Pourquoi? C'est parce que en France, le référendum constitue un instrument qui se met au service du pouvoir exécutif lorsque ce pouvoir est pris en otage par le pouvoir législatif. Donc, il y a un autre problème que je constate, c'est qu'il y a des problèmes de la prédominance du pouvoir parlementaire sur le pouvoir exécutif. C'est ça qui fait problème. Vous allez voir, toutes les questions relatives à la réforme constitutionnelle sont résorbées autour de la question politique. Il y a un problème qui se pose en ce qui a trait à la répartition des prérogatives entre les deux grands pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
on a accusé cette constitution du fait qu'elle a accordé trop de pouvoir au pouvoir législatif, trop de prérogatives au pouvoir législatif. Et c'est pourquoi certains spécialistes, c'est le cas de Jerry Tardieu, eh bien, il arrive à dire que il faut enlever ces prérogatives accordées par cette constitution au pouvoir parlementaire. Parce que ça fait problème. Pourquoi? C'est parce que le Parlement a un pouvoir plénipotentiaire. Et pourquoi? C'est parce que ça rend faible le pouvoir exécutif. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Il faut adopter un nouveau régime politique, c'est-à-dire un régime présidentiel. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est parce que je me suis dit, lorsqu'on parle de régime parlementaire, de quel type de régime s'agit-il? Parce que parfois on parle de régime parlementaire rationalisé. On peut adopter un régime parlementaire rationalisé en vue de renforcer le pouvoir exécutif. Et dans ce cas, on crée un équilibre entre ces deux grands pouvoirs de l'État. En France, on l'avait adopté. On arrive à adopter un régime parlementaire rationalisé. Et pourquoi? Je me suis dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adopter un régime présidentiel. Pourquoi? C'est parce que certains penseurs disent que le régime parlementaire que nous avons actuellement, ça crée de l'instabilité gouvernementale. Pourquoi? C'est parce que chaque 6 mois, un groupe parlementaire convoque un premier ministre. Et ceci étant dit, au profit de leurs intérêts personnels, de leurs intérêts mesquins. Et ceci étant dit, s'ils ont trouvé de l'argent, ils donnent un vote de confiance. S'ils n'ont pas trouvé de l'argent, ils donnent un vote de non-confiance. Et ceci étant dit, ça entraîne de l'instabilité gouvernementale. Mais par contre, je me suis dit, oui, ça fait problème, mais je constate qu'il y a un problème d'organisation des partis politiques. Pourquoi? C'est parce que même s'il s'agit de régime parlementaire, si l'exécutif a de la majorité parlementaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son gouvernement sera stable. Pourquoi? C'est parce que on va penser à ce qu'on appelle un régime parlementaire moniste, n'est-ce pas? Moniste, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif va avoir la majorité au sein du Parlement. Le Premier ministre, hein? Non, c'est pas cette majorité que je parle. C'est pas cette majorité. Une majorité qui se fonde par consensus. Et il ne faut pas confondre cette majorité en ce qui a trait à un régime parlementaire minoritaire fondé sur la coalition. C'est pas ça. Pourquoi? C'est parce qu'en Haïti, il y a un problème d'organisation des partis politiques. Il y a un fourmillement des partis politiques. Il y a toute une pléiade des partis politiques baignés de toute appartenance idéologique. Ça peut arriver qu'un parlementaire est élu au sein du PHTK. Exactement. Et ce parti politique n'a aucune idéologie. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut organiser les partis politiques. Il faut restructurer les partis politiques. Pourquoi on n'arrive pas à adopter 3 ou 4 grands systèmes de partis politiques? Et ceci étant dit, en adoptant 3 ou 5 grands systèmes de partis politiques, et ça peut arriver que le pouvoir exécutif aura la majorité au sein du Parlement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on assistera à ce qu'on appelle à la stabilité, eh bien, du gouvernement. Eh bien, vous allez voir que, quoi qu'on arrive à dire que, eh bien, il faut changer la Constitution, mais je me suis dit que certains acteurs politiques n'arrivent pas à mettre l'accent sur les problèmes de socialisation politique. Les acteurs politiques haïtiens souffrent un problème de déficit de socialisation politique. C'est pas la Constitution qui n'arrive pas à mettre sur pied le Conseil électoral permanent. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on parle des institutions démocratiques, il ne faut pas voir uniquement les choses. Il faut voir aussi les personnes.
Donc, nous souffrons un problème de socialisation politique chronique. Nous assistons à la corporatisation de la politique haïtienne. Pourquoi? C'est parce que nous avons des espèces, des chiens politiques qui chamaillent dans l'os du pouvoir. Toute la raison pour laquelle et ça crée un problème au point de vue de l'applicabilité de la Constitution haïtienne. Oui, aujourd'hui, on parle de réforme constitutionnelle. Je peux comprendre, il faut adopter une réforme constitutionnelle de manière graduelle pour essayer de penser sur les problèmes d'imperfection relatifs à certains textes constitutionnels. Mais réformer la Constitution, est-ce que c'est une réforme radicale qu'on va adopter ou une réforme partielle ou modérée? Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adopter un régime présidentiel. Certains penseurs, c'est le cas de Dorval, il nous a dit que on peut adopter un régime présidentiel, eh bien, en adoptant aussi un parlement monocaméral. Cela veut dire que, avec un régime présidentiel, il y aura un vice-président qui fera campagne avec le président, eh bien, pour une durée de 5 ans, eh bien, il y aura un parlement monocaméral, le vice-président ne sera pas sous la dépendance du Parlement, eh bien, pour procéder à sa révocation, il faut qu'on attende, c'est ce qu'on appelle, eh bien, la durée, la fin de son mandat, l'échéance de son mandat, donc, dans le cadre des élections, d'accord, selon lesquelles il est élu par le peuple. Et si vous comprenez. Mais par contre, même s'il y a un régime présidentiel, mais il faut quand même faire la promotion pour la socialisation politique, parce que le régime présidentiel, même s'il y a l'indépendance organique des deux grands pouvoirs de l'État, chaque pouvoir est autonome, est indépendant en ce qui a trait, eh bien, à ses champs de compétences, mais par contre, en dehors de déficit de socialisation politique, on va penser à ce qu'on appelle à l'instabilité politique chronique. Ça peut arriver qu'on va soulever les vanitiers, lorsqu'il y a un ensemble de mouvements de revendication populaire, des groupes de pression peuvent déstabiliser bien, les différents pouvoirs en place. Eh bien, nous avons déjà adopté la question du régime politique. Donc, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, il y a un dernier problème qu'il faut identifier, c'est le problème de la décentralisation. Cette constitution a prévu une décentralisation effective. Mais qu'est-ce qui empêche aux collectivités territoriales d'avoir leur autonomie financière, administrative et fiscale? Pourquoi on n'arrive pas, eh bien, à doter des fonds nécessaires à ces collectivités territoriales? C'est pas la Constitution qui fait problème. Donc, pourquoi on n'arrive pas à doter les collectivités territoriales des fonds nécessaires pour pouvoir avoir une autonomie administrative et financière? Donc, à mon avis, je pense que la question de la réforme constitutionnelle, ça peut faire l'objet de débats contradictoires. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous pouvons bien, discuter autour de cette question en ce qui a trait aux différents débats contradictoires. Je vais prendre une seule question et pour clore la séance d'aujourd'hui.